on s'est dit que ça pouvait être une solution intéressante pour les patients qui avaient justement des troubles axiaux qui persistaient en post-opératoire ou qui apparaissaient au fil du temps chez les patients opérés. Il y a eu d'autres papiers qui ont été publiés, notamment de l'équipe de Grenoble en 2010, qui elle aussi a opéré et suivi 6 patients, avec cette fois-ci des résultats qui étaient un petit peu partagés, et surtout, lorsqu'ils faisaient une évaluation en double aveugle, pas d'amélioration, enfin pas de modification, que la stimulation soit allumée ou pas dans le noyau pédonculopontin, donc ce qui a refroidi un petit peu les ardeurs pour cette cible, et donc la cible du noyau pédonculopontin reste encore discutée, et c'est pas passé en pratique quotidienne pour le moment. Alors ça, c'est pour les patients qui ont été déjà opérés, mais alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients qui ont des signes axiaux, notamment donc qui sont dopa-résistants et qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire opérer et bénéficier de la stimulation cérébrale des noyaux sous-thalamiques? Alors, il y a une autre cible qui revient un petit peu, c'est la stimulation du pallidum, qui apparaissait sur ma diapo initiale quand on voyait le schéma des ganglions de la base. Donc, la stimulation pallidale, avec ce papier de l'équipe rennaise qui est sorti aussi cette année, et revient un petit peu et pourrait se montrer très intéressante. Ils ont opéré en fait des patients qui avaient des signes axiaux dopa-résistants et qui avaient aussi des troubles cognitifs, avec une échelle de Matisse qui était inférieure à 130 sur 144, sachant que la plupart du temps la barrière est à 135 pour pouvoir bénéficier du traitement, de la stimulation du noyau sous-thalamique. Et donc, ils ont montré qu'il y avait une amélioration du score UPDRS-3 d'une quarantaine de %, avec notamment une amélioration des scores axiaux, qu'on diminuait les dyskinésies sans avoir à pourtant diminuer le traitement médicamenteux, et que les fonctions cognitives étaient stables. Donc ça pourrait être intéressant comme possibilité thérapeutique pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique. Alors, voilà un petit peu pour le traitement chirurgical des patients parkinsoniens. Un mot maintenant pour terminer sur la stimulation magnétique transcrânienne dans le cadre de la maladie de Parkinson idiopathique. Donc, un rappel sur le principe de base. Donc, c'est pas une technique qui est très récente, elle est appliquée dans d'autres pathologies que la maladie de Parkinson, et donc c'est une stimulation corticale qui va se faire, par exemple, au niveau de l'aire motrice primaire. On va passer du courant électrique dans une bobine conductrice qui va générer un champ magnétique qui, lorsqu'on le place au niveau en regard de l'aire motrice primaire, va créer un champ électrique qui va permettre une activation neuronale. Alors, les intérêts, c'est l'étude de la conduction motrice, c'est le principe des potentiels évoqués moteurs, et puis également d'étudier l'excitabilité de la voie cortico-spinale et des circuits intracorticaux. Il y a une technique qui est plus intéressante au niveau thérapeutique, qui est celle de la stimulation répétitive et qui permet d'avoir un effet plus prolongé et peut-être des implications thérapeutiques dans certaines pathologies. Alors, l'intérêt dans la maladie de Parkinson, il est assez mitigé parce que les résultats sont assez variables d'une étude à l'autre, les protocoles ne sont pas très homogénéisés, les paramètres de stimulation. On a peut-être une petite amélioration du score EPDRS-3 quand même qui ressort lorsqu'on stimule le cortex moteur, mais certaines études ne retrouvent pas ce résultat. Quand on essaye de stimuler d'autres aires corticales, que ce soit l'aire motrice supplémentaire ou le cortex préfrontal dorsolatéral, on a des résultats qui sont là encore mitigés. Au niveau moteur, pas vraiment d'amélioration. Peut-être des améliorations quand on stimule le cortex préfrontal dorsolatéral qui sont plus sur d'autres versants comme les scores de dépression, peut-être une petite amélioration dans certaines études rapportées sur les tests neuropsychologiques, mais l'intérêt reste encore mitigé. Donc, un mot pour finir sur cette autre possibilité. Le problème de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, c'est que ce n'est pas un effet de toute façon qui est prolongé. Donc, il y a peut-être la possibilité, en mettant une stimulation corticale implantée au niveau extradural, de stimuler de façon électrique le cortex de façon plus prolongée, un petit peu comme sur le principe de la stimulation cérébrale profonde, avec un petit stimulateur qui fait circuler l'électricité et une stimulation corticale qui est permanente. Là aussi, il y a des études qui ont, sauf une, plutôt des petits effectifs et des effets variables avec
parfois rapporter une petite amélioration clinique avec des améliorations de qualité de vie, une diminution du traitement par L-Dopa, une petite diminution du score EPDRS3, mais surtout un effet qui là encore n'est pas très prolongé, puisque dans les études de suivi un peu prolongées, on se rend compte qu'au bout d'un an, souvent, on retourne à l'état antérieur avant la pose de cette stimulation corticale implantée. Donc là encore, des effets et des indications qui restent à préciser, sachant qu'il y a aussi, vous voyez sur la dernière ligne, des études qui ne retrouvent pas vraiment d'amélioration chez la majorité des patients. Alors pour conclure, je dirais que le traitement chirurgical est très important et doit occuper une place de premier choix dans la prise en charge des patients lorsqu'ils peuvent être opérés, lorsqu'ils sont à des stades avancés de la maladie, notamment la stimulation du noyau sous-thalamique qui reste la première cible. Et lorsqu'ils sont bien sélectionnés, c'est un traitement qui est très efficace. L'arrivée de nouvelles cibles ou la réapparition d'anciennes cibles reste une possibilité supplémentaire pour prendre en charge ces patients et ça permettra d'étendre et d'améliorer encore la prise en charge au stade des fluctuations motrices. Concernant la stimulation magnétique transcrânienne, dans l'application, la pratique quotidienne et dans la prise en charge thérapeutique, c'est clairement pas de la routine. Nous, on n'a pas d'expérience dans la prise en charge thérapeutique des patients parkinsoniens à Strasbourg. Je pense que c'est plus intéressant pour comprendre les mécanismes physiopathologiques, les variations de l'excitabilité des réseaux corticaux et intracorticaux chez les patients parkinsoniens, mais l'implication reste très limitée. Et donc, la stimulation corticale implantée à plus long terme, pour le moment, n'a pas prouvé un intérêt, à mon sens, majeur et ne vaut pas du tout la stimulation cérébrale profonde, notamment des noyaux sous-thalamiques.